Le 22 février 2023, l'émission La Grande Librairie était intégralement consacrée à l'écrivaine Colette, qui fête le 150e anniversaire de sa naissance cette année, et qui est, vous allez le voir, il le répète plusieurs fois, au programme du bac cette année. Pour mettre toutes les chances de votre côté, j'ai donc décidé de vous sélectionner les moments les plus intéressants pour vous, qui êtes élève ou qui êtes étudiant, afin que vous puissiez découvrir ou réviser tout ce que vous savez sur cette autrice. Je vous souhaite un bon visionnage. Chérie, Le blé en herbe ou Gigi? Parmi nous, au point d'avoir 2 livres au programme du baccalauréat l'année prochaine, Colette, à qui l'on doit une 60aine d'ouvrages, plus de 2000 articles de presse et une correspondance qui parcourt plus d'un demi-siècle. Colette, dont le nom évoque d'emblée une certaine idée de la liberté. Mais connaissez-vous vraiment Colette? Colette est l'autrice la plus photographiée du XXe siècle. Alors, je me tourne peut-être vers vous pour commencer. Si vous ne deviez retenir qu'une seule image de Colette, laquelle ce serait? Donc Colette a près de 80 ans, elle est très âgée. Colette déguisée en chat. Évidemment. Oui, parce qu'on voit toute son impertinence. C'est une femme inclassable. Colette en train de lire, Colette aimant déjà les mots. Alors j'ai choisi Colette qui écrivait. Elle est en train d'écrire, elle est accompagnée de Missy, qui est juste derrière elle, elle est à son bureau. On trouve chez elle cette âme qui ensuite a été celle de la grande amante de tous les textes que j'ai adorés. Et si on commençait cette émission par ce qui l'a nourri, par ce qui l'a inspiré jusqu'au bout, son territoire, sa puisée natale. Dans Lyon, je vous propose de l'entendre, ce territoire, ce pays qu'elle célébrait dans un de ses textes que je préfère, personnellement une courte nouvelle du nom de Jour gris, en 1908, dans les Vrilles de la Vigne, Marie-Christine Barrault. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un verre délicieux dont mon âme a soif. Et si tu arrivais un jour d'été dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir au loin une montagne ronde où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais et tu t'assoirais là pour n'en plus bouger jusqu'au terme de ta vie. Je vous propose d'aller de ce pas sur ce territoire si cher à Colette, et plus précisément dans sa maison d'enfance, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est une visite signée Marc-Antoine de Porrette. Suivez le guide. C'est ici, en Bourgogne, dans le département de l'Yonne, qu'a vu le jour Sidonie Gabrielle Colette, le 28 janvier 1873. L'écrivaine vécut heureuse jusqu'à ses 18 ans dans le village de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Quelques passionnés ont eu la merveilleuse idée de restaurer le paradis de son enfance. Bienvenue à la maison de Colette. Passer la porte, ce n'est pas seulement pénétrer cette fin de 19e siècle bénie que fut la jeunesse de Colette, mais c'est aussi tourner les pages de ses romans, tant le lieu a abreuvé son œuvre. Ici, chaque objet raconte une anecdote. Colette a passé près d'un demi-siècle à décrire cette maison, donc elle nous a laissé une somme d'informations très importante, presque une sorte de mode d'emploi posthume pour reconstituer ce décor d'enfance. Il y a partout le chaud désordre d'une maison heureuse, livrée aux enfants et aux bêtes tendres. Les bêtes circulent en toute liberté dans la maison. Des chiens, des chats, mais aussi des merles, des chauves-souris. Et même, dans la chambre des parents de Colette, une araignée domestique. Un respect du vivant que cultive Sido, la mère de Colette. Colette est la dernière des 4 enfants de la maison. Elle connaît ses premiers émois littéraires dans la bibliothèque de son père, le capitaine Jules Colette. Un homme doux et insouciant qui a perdu sa jambe lors d'une bataille en Italie. Colette passe beaucoup de temps ici à lire et relire les livres de la bibliothèque et pour observer donc ce père qui travaillait. Mais l'inspiration centrale de Colette est à retrouver du côté de sa mère, dont elle a hérité le prénom Sidonie. Une femme excessivement moderne pour son époque. Sido va donner à sa fille une éducation qui est tout à fait hors norme, d'abord en lui montrant l'exemple d'une femme très indépendante, intellectuellement, socialement. Il faut vous imaginer une Sido qui est profondément athée, mais qui est une grande bourgeoise du village. Mon imagination, l'orgueil enfantin, situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vents, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. À travers les effluves sensuels de ce jardin d'Éden et les parfums de cette campagne bourguignonne, Colette cherche à retrouver cette harmonie perdue. Dans sa tentative, elle décrit une nature dépourvue de présence humaine, comme retournée à l'état sauvage. Je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par des bras invincibles d'une glycine centenaire. Quand Colette est redevenue propriétaire de cette maison en 1925, elle a exigé des jardiniers qu'ils ne touchent pas
à cette glycine. Son œuvre nous offre le reflet de ces paysages, de cette terre, de ce paradis de l'enfance que Colette n'a finalement jamais quitté. Tendre vers l'achevé, c'est revenir à son point de départ. J'appartiens à un pays que j'ai quitté, c'est vraiment la clé d'interprétation de toute une vie et toute une œuvre. Colette a grandi dans cette maison, elle y a passé ses 18 premières années, qui sont des années extrêmement heureuses auprès de parents, on l'a entendu à l'instant, qui ne ressemblent pas tout à fait à l'image qu'on peut se faire du bourgeois de province à cette époque. Ce sont deux originaux qui cultivent leur originalité et qui font d'ailleurs, surtout pour Sido, de la différence une valeur ajoutée. Mais c'est une enfance menacée parce que cette différence, évidemment, n'est pas admise par les habitants de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et très rapidement, les Colette vont devoir quitter le village à l'automne 1891. Et ce départ pour Colette, qui est à la fois un adieu à Saint-Sauveur et un adieu à l'enfance, va décider de tout le reste. Et de Claudine à l'école jusqu'à ces Dames anciennes en 1954, elle n'aura de cesse d'y revenir pour y puiser sans doute une force créatrice, une force de métamorphose. Son père, c'est intéressant, avait comme vocation, et ça n'était pas dit dans le sujet, d'être écrivain en réalité. Mais pour autant, il ne l'a jamais véritablement guidé. Elle dira même, mon père, par sa nature particulière, a refusé d'être un guide pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il lui a transmis, son père, le capitaine, pour autant ? Il lui a transmis une chose essentielle qui est la vocation littéraire. Alors Colette a passé sa vie à dire qu'elle n'avait absolument pas la vocation d'écrire. Elle le dit en 1941, je voulais surtout ne pas écrire. Mais en fait, elle a au contact, au quotidien, un homme qui n'a qu'un rêve dans la vie, c'est de devenir écrivain. Et Colette le raconte, le capitaine s'enferme dans la bibliothèque que vous avez aperçue tout à l'heure et il travaille, mais dans la famille, on ne voit jamais rien paraître. Alors on est intrigué et le mystère est levé à la mort du capitaine en 1905 puisqu'on va découvrir au sommet de la bibliothèque une douzaine de tomes cartonnés, reliés uniformément, des étiquettes avec des titres en lettres gothiques, Chansons de Zouave, Souvenirs d'Algérie, La Gèbre élégante, l'œuvre de toute une vie. Les enfants se précipitent et ils découvrent des milliers de pages blanches, l'œuvre imaginaire de mon père, le mirage d'une carrière d'écrivain. Il n'avait indiqué qu'une dédicace à son épouse, à ma chère âme, son mari fidèle, Jules, Joseph, Colette, et plus rien. Et cette Sido, alors, Emmanuel Lambert, cette mère si singulière dont parlait Frédéric Maget, cette mère dont elle disait qu'elle est le personnage principal de toute sa vie. Oui, Sido, c'est une femme extraordinaire à tout point de vue. C'est d'abord une femme d'une très grande finesse, ça on le lit quand on lit ses lettres. Et Colette a mis du temps à faire rentrer sa mère dans son œuvre, elle a mis du temps à accepter qu'elle était la fille de sa mère. Regard, cet art du détail, en fait, en quoi est-ce que ça se ressent dans son écriture, précisément, et ce jusqu'au bout ? Colette a eu toute sa vie la volonté de trouver le mot juste. Le mot meilleur et meilleur que meilleur. C'est intéressant parce que dans ce mot, il y a effectivement la volonté de précision, mais on sent une gourmandise du langage. Et il y a ça chez Colette, il y a une gourmandise du mot. C'est très intéressant, on s'aperçoit que souvent quand même des mots nouveaux apparaissent dans la langue française, elle est une des premières à les employer. Elle a vraiment un goût presque de collectionneuse de mots, d'où la richesse effectivement lexicale qu'on trouve dans ses textes. Et c'est Sido qui lui a appris qu'évidemment, il fallait regarder l'univers dans ses moindres détails. Elle lui dit « Regarde les mandibules de la guêpe qui découpe un morceau de viande, regarde l'iris qui va éclore, regarde la couleur de cette eau. » Donc, faire attention à tous ces détails, même infimes, de la réalité. Et le rôle de Colette a essayé de trouver à la fois le mot juste, mais la musique exacte pour reconstituer ce réel dans toutes ses dimensions, notamment sensorielles. Vous le savez, Colette disait 5 sens, c'est trop peu. C'est-à-dire, je crois qu'elle regarde vraiment les choses telles qu'elles sont. Et ça donne une écriture qui est à la fois très ouverte et qui est une écriture où tout vous saute au visage, en fait. Et il y a toujours plusieurs couches comme ça de description chez elle. Et vous le prenez, comme on dit, en pleine figure, y compris quand ça peut vous déstabiliser ou vous déranger. Elle disait « Sans bête, je m'appauvris », Frédéric Maget. Elle a été entourée d'animaux effectivement toute sa vie, depuis son enfance. Et ce qui est important, c'est qu'elle doit à sa mère ce profond respect du vivant et de tout ce qui veut vivre. Il y a cette anecdote très célèbre qui se trouve dans Sido. Sido donc collectionnait les plantes, souvent les plantes rares. Et puis un jour, elle a laissé dans 2 godets d'argile uniquement de la terre meuble. Et elle a oublié d'indiquer par une petite fiche en bois ce que chaque pot contient. Elle est très embêtée, elle n'ose pas, elle ne sait plus si ce sont des bulbes de crocus ou des chrysalides de pan de nuit. Et sa fille Gabrielle, qui est à ses côtés, lui dit « Mais maman, tu n'as qu'à gratter pour voir ». Et elle n'a pas oublié la réaction de sa mère. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans, tu ne comprends rien à ce qui veut vivre.
apprendre à respecter la vie, même au plus secret de la terre, laisser le temps aux éclosions, ça c'est une leçon fondamentale dont Colette fera une esthétique. Elle qui, à la fin de sa vie, déclarera « Le monde m'est nouveau chaque matin à mon réveil et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre ». Attendez, Le thème de l'éclosion est essentiel dans l'écriture de Colette. Qui était Willy? Il faut nous expliquer. C'est vraiment une des stars de la Belle Époque. Et il a mis au point ce qu'on appelle pudiquement un atelier, c'est-à-dire où il fait écrire des gens pleins de talent pour des livres qu'il signera de son nom. Voilà. C'est un mariage qui arrange tout le monde parce que Colette, elle vient d'une famille ruinée, elle vient d'une famille déclassée. Et Willy, lui, il a eu un enfant hors mariage, ce qui était tout à fait scandaleux, et il est en deuil de la femme qu'il aimait. Mais d'abord, il débarque à Paris, ça veut dire que Colette débarque à Paris. Frédéric Maget, comment ça se passe? Assez mal. Assez mal parce que, passé le moment de la fascination, en fait, sa campagne, sa province lui manque. Elle le dira, elle a toujours été une provinciale. La seule chose qui l'a réjouie, c'est la compagnie de ses camarades d'atelier, donc tous ces jeunes écrivains qui vont devenir des amis, comme Jean de Tinan, comme Paul-Jean Toulet, d'autres plus anciens qui le prennent sous son aile, comme Marcel Schwob, par exemple. Mais c'est par l'écriture qu'elle va sortir de ce marasme qui était le sien. Willy va lui demander d'écrire. Et c'est alors qu'elle va devenir écrivaine sans même s'en apercevoir. Et sans que personne ne s'en doute. C'est l'histoire d'un manuscrit écrit, puis rejeté dans l'intimité d'un couple et qui va finalement surgir d'un tiroir. Écoutez, Colette, quand même, dans l'un des seuls enregistrements que l'on connaît de sa voix, c'est quand même incroyable. Monsieur Willy a pris connaissance des manuscrits. Et il a dit tout de suite, ben non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas. À quoi ça pourrait servir? Et on a laissé les cahiers là. Ah non, après, M. Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers et il a dit, tiens, je ne croyais pas que je les avais laissés là. Alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit... Nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ollendorf. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. On entend quelqu'un qui est experte dans la mise en scène d'elle-même, et il y a de l'humour là-dedans. Elle dit Monsieur Willy, par exemple. Le type est mort depuis je ne sais combien d'années, c'est les entretiens avec Parino, donc ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'il est mort, Monsieur Willy. Et même dans la façon dont la phrase arrive, nom de Dieu, je ne suis qu'un con, il y a la vieille actrice qui est encore là. La question, c'est que va faire Willy de ce succès? Parce que Colette, plutôt Claudine, devient une marque, en fait. C'est l'histoire d'un marketing éditorial pour le moins malin, Antoine Compagnon. C'est les produits dérivés. C'est ce que Willy a inventé tout de suite. D'abord, il lui a fait faire un second volume, tout de suite. Il fallait exploiter le filon. À Parsons School of Design à New York, tout le monde sait ce que c'est qu'un col Claudine, mais n'a jamais lu Colette. Mais là où il a été à la fois une forme de génie et en même temps quelque chose de très troublant pour Colette, c'est qu'il s'est servi de Colette elle-même comme objet publicitaire. Et donc il diffuse des cartes postales à grande échelle où on voit, c'est cette carte postale que vous voyez en ce moment, où on voit Willy et Colette elle-même qui posent dans le costume de Claudine. Et donc Colette devient la propre publicité de son roman dont on ne sait pas encore quelle est la véritable autrice. Au début du XXe siècle, Colette est une jeune femme divorcée qui entretient une relation avec une certaine Mathilde de Morny, dite Missy. Qui était-elle, cette Missy? Cette Missy était une femme qui avait fait un mariage, qui était divorcée, mais elle était liée à la plus grande aristocratie de l'Empire et de l'Ancien Régime et européenne. Mais cette Missy était ce qu'on appelle aujourd'hui transgenre, c'est-à-dire qu'elle s'habillait en homme, elle aurait voulu être un homme. C'était donc en effet très audacieux, même s'il y avait certainement plus de permissivité pour l'homosexualité féminine que pour l'homosexualité masculine dans ces années-là. Écoutez Colette, en 1908, un extrait de Toby Chien parle par Marie-Christine Barrault. Je veux faire ce que je veux. Je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nue, si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux me retirer dans une île, s'il me plaît,
ou fréquenter des dames qui vivent de leur charme, pourvu qu'elles soient gaies, fantasques, voire mélancoliques, et sages, comme sont beaucoup de femmes de joie. Je veux écrire des livres tristes et chastes, où il n'y aura que des paysages, des fleurs, du chagrin, de la fierté, et la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme. Je veux sourire à tous les visages aimables et m'écarter des gens laids. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans ce monde, mon corps rebelle au partage, mon cœur si doux et ma liberté. Si on divisait les écrivains français en myopes et en presbytes, je pense que Colette serait du côté du myope. Elle n'aime pas les panoramas, elle déteste la vue d'avion, par exemple. Ce qu'elle veut, c'est voir tout près. Et sa posture favorite, dit-elle, c'est d'être couchée dans l'herbe, le visage dans l'herbe, et là on voit le menu zigzag du lézard ou de la mouche, on voit l'aigrette du pissenlit, on voit des choses qu'on ne voit pas autrement. Est-ce que son émancipation va de pair avec l'émancipation du corps? Moi, c'est mon corps qui pense. Oui. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Toute ma peau a une âme. Vous la connaissez par cœur, la citation, Mona Ozouf? Non, pas tout à fait, mais si je la connais, mais pas comme vous. Ça m'inspire que, effectivement, Colette, et en cela, d'ailleurs, elle est effectivement proche de l'enfance, c'est la sensation qui compte. Et c'est la sensation qui est éclairante. Et il y a quelque chose chez elle qui est presque une attention fébrile à la matérialité, à la texture du monde. Vous avez cette phrase que je trouve très belle. Pas d'œuvre plus féminine que celle de Colette, pas d'œuvre moins féministe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou simplement que l'univers de Colette est un univers féminin. D'abord, elle décrit les femmes de manière bien plus précise que les hommes. Les hommes sont plats comme des cartes à jouer dans les romans de Colette. Ils n'existent pas. Pour être féministe, c'est la perception de ce qui est lointain. C'est la revendication. C'est la militance. Oui. Ça n'existe pas chez Colette. Emmanuel Lambert? Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une absence du collectif chez Colette qui fait qu'on ne peut absolument pas la ranger dans la catégorie des écrivaines féministes. Par contre, il me semble qu'il y a dans son œuvre beaucoup d'éléments ou de sources qui peuvent nourrir une lecture féministe, ou du moins une lecture des différentes vagues féministes du siècle, à travers ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que son personnel romanesque est majoritairement peuplé de femmes, et y compris de femmes anonymes, y compris de femmes qui sont dans l'envers de la société, pas forcément de grandes héroïnes visibles. Elle n'est pas militante, elle n'est pas historienne, mais c'est une éponge aussi, Colette. Ce qui l'intéresse, c'est sa propre liberté individuelle. Et pourtant, il y a des textes qui, socialement, sont très conscients. Quand elle parle de politique, elle dit qu'elle est très éloignée du pernicieux cliquetis de la politique. Par rapport au féminisme, je pense qu'elle apporte quelque chose d'essentiel et d'actuel, c'est qu'elle laisse entendre des contradictions. C'est qu'elle peut dire le désir de liberté et la volupté de dépendance. Et je crois que tout combat féministe doit intégrer le contradictoire et l'obscur. C'est ce qu'il y a de plus libre en elle, en fait. Oui. Et ça, elle est refusée, parce qu'il y a des phrases incroyables, même une méfiance par rapport aux femmes indépendantes. Elle craint qu'elles aient une vie sexuelle terne. Oui, et puis, attends, sur les suffragettes, oui. Elles méritent le fouet ou le harem? Oui, mais quelle honte! Mais je pense que dire la totalité et l'obscurité et la part de rêve est libératoire. Alors, en 1944, elle continue d'écrire pour la presse, et notamment pour certains journaux pas si fréquentables. C'est quelque chose qu'on a pu lui reprocher, Emmanuel Lambert. Elle ne s'est pas compromise dans des textes idéologiques. C'est ça. Elle n'a pas été propagandiste. Donc, elle a réussi d'une certaine manière à ruser avec le fait qu'elle était une immense star. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on doit la libération de Maurice Goudquette, c'est que la femme d'Otto Abetz était une fan de Colette, et c'est comme ça que, pense-t-on, on a pu faire libérer son mari. Les thèmes de Colette ont été utilisés par le pétainisme. Il y a un texte accablant de Léon-Paul Fargue en 1941 qui dit qu'il n'y a rien lu de plus émouvant depuis quelques années
que la description par Colette du laboureur. Alors après la Libération, Colette enfilera son dernier masque, celui de la bonne dame de Palais-Royal, selon l'expression de Jean Cocteau ou de Mauriac. On ne sait pas. Qui est cette bonne dame de Palais-Royal? Emmanuel Lambert, tiens. Bah, c'est une institution, en fait. Hein, c'est-à-dire, c'est un monument. Bah, oui, elle a une très longue carrière littéraire, Colette, parce que Claudine, c'est autour de 1900. Colette, elle meurt en 54. Le dernier livre, Le Fanal Bleu, c'est 49. Donc on est sur 50 ans de carrière littéraire. C'est quand même très long. Elle traverse les époques. À cette époque-là, elle est quasi grabataire. Elle ne peut plus se lever. Elle est très handicapée. Elle vit sa vie. On la voit faire de la tapisserie. Dans cette image, des loisirs d'écrivain. On a l'impression que les éloges, elle s'en fiche, en fait. Oui. Emmanuel Oui, Lambert. parce qu'elle a reçu aussi beaucoup de calomnies, de railleries, et donc elle a été quand même très vilipendée. Elle est décorée de la Légion d'honneur hein, aussi. Elle n'est pas seulement au Goncourt, elle en a des honneurs. En 1953, grand officier Monoz. Parce que Colette, il faut le dire, sera la seule femme à recevoir des funérailles nationales à sa mort en août 1954. Un dénouement un peu à son image, hein, comme un pied de nez pour celle qui a jamais voulu devenir écrivain, qui n'aimait pas la littérature telle qu'on la concevait à l'époque et qui est devenue l'une de nos écrivaines les plus précieuses, dont on se plaît toujours 150 ans plus tard, vous le disiez Antoine Compagnon, à raconter l'histoire et à inscrire au programme de notre baccalauréat. À la fin de sa vie, dans ce qui sera son dernier livre, bouleversant de fausses désinvoltures, écrivez-vous Emmanuel Lambert, un livre qui s'appelle Le Fanal Bleu, un ultime texte, Colette avoue, à demi-mot, à la toute dernière page, qu'elle n'aurait pu vivre sans écrire. Marie-Christine Barraud nous lit cette si belle page pour conclure notre émission. Il n'est pas plus de 3 heures. Rien ne pâlit encore au ras des toits. À raison d'une lanterne par pilier, je pourrais compter d'ici les arcades du Palais-Royal. La maison est si paisiblement habitée que je n'entends personne y dormir. Mais la chute de la pincette dans ma cheminée ruinerait le repos inquiet de celui qui dort par-delà 2 portes. Or, si je suis immobile ce soir, je ne suis pas sans dessein, puisqu'en moi bouge, outre cette douleur torse en grosse vis de pressoir, un sévice bien moins familier que la douleur. Une insurrection qu'au cours de ma longue vie, j'ai plusieurs fois niée, puis déjouée, finalement acceptée, car écrire ne conduit qu'à écrire. Avec humilité, je vais écrire encore. Il n'y a pas d'autre sort pour moi. Mais quand s'arrête-t-on d'écrire? Quel est l'avertissement? Un trébuchement de la main? J'ai cru autrefois qu'il en était de la tâche écrite comme des autres besognes. Déposer l'outil, on s'écrie avec joie « fini » et on tape dans ses mains, d'où pleuvent les grains d'un sable qu'on a cru précieux. C'est alors que dans les figures qu'écrivent les grains de sable, on lit les mots à suivre.